On a envie de créer des morceaux qui défoncent la gueule, tu vois. On a ce truc du métal et on est plein de cette énergie. Moi, je suis Joe Duplantier, je suis chanteur-guitariste. Mario Duplantier, je suis le batteur. Et on est frères. L'inspiration, c'est une grande question. Qu'est-ce qui nous inspire? Je pense qu'on a eu une grosse dose d'inspiration quand on était adolescent et qu'on a découvert le métal. On a été complètement choqués, comme frappés par la foudre de Metallica, de Iron Maiden, ensuite de Sepultura, de groupes plus extrêmes de la scène death metal de Floride comme Cannibal Corpse, Morbid Angel, Death. Brutality, Monstrosity. Voilà. Donc Tout ce qui finit par I. Moi, j'avais un vieux van Ford où j'avais un lecteur cassette et on partait dans des virées et on était les deux complètement fascinés par cette énergie qui était créée par des mecs super cool qui venaient d'Ontsezou sous des palmiers en Floride. Force est de constater que c'est encore présent dans notre influence et avec cet album Fortitude, on est reparti un petit peu dans les années 90. Le truc avec l'inspiration, c'est intéressant parce que je pense qu'on n'a pas besoin de trouver l'inspiration vu qu'elle est déjà là. On est déjà inspiré. On a envie de créer des morceaux qui défoncent la gueule, tu vois. On a ce truc du métal et on est plein de cette énergie. Donc l'inspiration, quelque part, elle est déjà là. Le problème pour nous, c'est plutôt l'organisation, de s'organiser, d'avoir un local, du temps, un agenda, un truc. Et parfois, effectivement, on a la page blanche, bien sûr. On se retrouve et on est là, bon, non, ça marche pas, on est fatigué, on se sent pas bien, mais on sait que c'est juste là que ça va arriver, quoi. Là, on a parlé du métal, mais il faut savoir aussi qu'on est influencé par toute la musique en général et pas que la musique, tout nous inspire. On a aussi des grosses influences rock, on a des grosses influences électro, on est fan de Cypress Hill, comme de Rap Emo, comme James Blake, on adore. On est vraiment des mélomanes avant tout. Et après, deuxièmement, le fait qu'on soit des musiciens de tournée, puisque 90% de notre activité, bon, hors pandémie, c'est d'être sur les routes. C'est littéralement des fois des 7 semaines non-stop avant de rentrer chez nous. C'est un truc de malade. Donc en fait, notre vie, c'est d'être sur scène et d'envoyer, quoi. Et du coup, quand on se retrouve dans un local et au moment d'écrire des morceaux, on est imprégné de ce truc-là et on se dit qu'est-ce qu'on veut écrire pour probablement jouer ces morceaux sur scène. La scène devient une influence majeure aussi de l'écriture. Plus on joue dans des stades, faut appeler un chat, quoi. On fait beaucoup de stades, on ouvre pour Metallica, pour Slipknot. Quand le morceau, quand il y a un peu plus d'espace dans un morceau, bah, ça résonne mieux dans un stade devant des grandes... Donc notre réalité en tant qu'artiste, notre réalité en tant que groupe qui tourne, elle évolue, elle change, donc effectivement ça influence un petit peu notre musique. Mais après, on fait pas du sur-mesure pour alimenter non plus la tournée, on a quand même une ambition d'artiste, on a une ambition de compositeur. Il y a des groupes qui traitent la chose de façon beaucoup plus terre à terre. Non, il faut faire ce genre de tempo et ce genre de truc et ce genre de truc. Mais nous, on a ce truc un peu artiste maudit, français, gothique, truc, où on est là, on est vraiment... voilà, on est focalisé sur un but, on a des ambitions d'âme, quoi. Ça peut être juste les 4 dans une pièce, on jam, on joue des trucs sans se juger. Le truc un peu... délicat avec l'écriture, c'est quand tu es dans une pièce en train de jouer de la musique et que tu commences à jammer une idée, si cette idée est pas bonne, tu vas de suite te juger et de suite dire c'est naze, quoi, tu vois, jeter les baguettes. On a appris avec le temps que même les trucs les plus nazes possibles, il fallait persévérer, il faut continuer. Non mais j'insiste là-dessus parce que des fois il y a les meilleures idées naissent comme ça, quoi, avec quelque chose qui à la base est un peu pauvre. On va le jammer et puis il y a une note, un contretemps qui va se glisser, un truc par-ci par-là et ça devient un truc génial. C'est hyper mystérieux l'écriture. Et mais Flying Whales, il y avait des moments où on était... Mais c'est quoi, Flying pour Whales, les bébés ou quoi là, c'est né presque d'une Et erreur. en fait, le truc, il est devenu ultra puissant. C'est une histoire de foi, en fait. Si tu as foi en ce que tu fais, tu vas le rendre incroyable. Parfois, Mario a une idée, il se sent inspiré, il a les yeux qui brillent et il dit « j'ai un truc génial » et tout. Il le joue et on est tous comme ça. Et du coup, il fait « bon, bah... » J'imagine que en fait c'est nul, mais c'est juste qu'on n'était pas dans sa tête à ce moment-là. Donc il faut qu'on arrive à s'inviter les uns les autres, à partager nos visions. Quand on joue, on fait tourner une idée, on se regarde et tout d'un coup il y a un truc qui évolue. On fait ça avec les sourcils et ça veut dire ouais on est sur la bonne piste. Ou on fait ça et ça veut dire non,
Et du coup, la musique vit par elle-même. Et... Ça a beaucoup évolué en 25 ans, parce que ça fait 25 ans qu'on existe. Maintenant, on accumule des idées, on accumule des morceaux, et on choisit les mieux, on fait des patchwork, et on est peut-être plus exigeant, ou alors c'est peut-être qu'on est moins spontané qu'au début, et du coup, on a besoin de plus de temps. En tout cas, la méthode a un peu évolué, et c'est vrai que pour cet album, on avait 4 ou 5 morceaux à côté, qui n'ont pas figuré dans l'album, mais qui étaient quand même là, donc on en fait un petit peu plus maintenant. Et on sélectionne. On travaille beaucoup sur Pro Tools, on fait beaucoup de démos. Mais pour être très précis, un morceau comme Another World, qui est dans l'album Fortitude, j'ai enregistré une batterie. On a ouvert Pro Tools, j'ai fait une batterie très très simple, la plus simple possible. Je me suis juste intéressé au tempo, sans aucune idée de mélodie, rien dans ma tête. Et je suis parti après, parce que j'avais un truc à faire. Joe est resté au studio et il a tout écrit derrière. Il m'a présenté tout ça, quoi. J'étais là, waouh! Et c'est pas quelque chose qu'on faisait forcément avant. Ça, c'est une des façons d'écrire de la musique pour nous. Effectivement, il a été fait en 3 heures, quoi. Ouais, un truc comme ça. Il a fait sa batterie, bon, je me barre. Bon, ok, en réglant mon ampli, je vais... Ah ouais, c'est comme ça. On n'a pas cherché à creuser plus que ça, c'était là, le morceau était là. Another World est arrivé en 3 heures. Il y en a, ils sont arrivés en 3 ans. Des fois, il y a des choses des idées qui fonctionnent pas bien ensemble. Comme des couples qui sont un peu malheureux, quoi. Et du coup, vaut mieux divorcer et puis trouver quelqu'un d'autre. Donc, avec les idées, avec les riffs guitare et les patterns de batterie, c'est un peu pareil, quoi. Ça arrive qu'on mette des morceaux de côté et on les recycle 5 années plus tard. Et c'est le cas de Born for One Thing. Il y avait aussi un riff très syncopé qui existait déjà presque à l'époque de notre album L'Enfant Sauvage en 2012. Donc tout ça, c'est du recyclage. Il y a plusieurs façons de voir la chose. S'il y a des gens qui nous suivent dans notre aventure musicale, ils peuvent nous suivre en ayant des attentes, mais ils peuvent aussi nous suivre en étant excités de voir ce qui va se passer, parce que justement, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je me rappelle que mon père m'expliquait qu'à chaque fois que les Beatles sortaient un album, tout le monde était tremblant de savoir mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça va être un truc radio? Est-ce que ça va être un truc expérimental? Qu'est-ce qu'ils allaient proposer? Et ça, je trouve que ça fait partie de cette aventure et de ce qu'il y a de bon dans le rock en général, quoi. C'est la surprise. On est capable de jouer autre chose que du métal. On ne fait pas que gueuler et taper fort sur nos instruments. Ça arrive même qu'on fasse des jams ambiants, tu vois, pendant 1 à 2 heures, quoi, tu vois. On a besoin de ça. On est des vrais mélomanes. Oui, c'est vrai, ouais. Et pour que Gojira existe et pour que ça soit fidèle à qui on est, parce que c'est le seul projet de notre vie, on n'a pas de side project non plus. Moi, je suis pas DJ électro à côté. Ou on n'a pas un groupe de jazz. J'ai pas un groupe de blues où j'ai joué le week-end avec. Non, mais il y en a beaucoup qui font ça. Toute notre énergie, c'est Gojira. Ouais. Et on est en plus des hypersensibles. Il y a de la mélodie dans notre groupe, on en a besoin, c'est vital en fait. C'est une nécessité intérieure pour nous. C'est ça. Je trouve que notre musique devient assez complète. Et dans Fortitude, t'as de la mélodie. Et à côté de ça, il y a un côté très énervé, très métal. Ça nous correspond assez bien. Donc c'est pas que du calcul. Mais même si on est conscient que, oui, bon, tiens, les fans, ils vont peut-être pas aimer ça, c'est là. La batterie, c'est toute ma vie. Je suis un gros passionné. Il n'y a pas de calcul non plus. Moi, ce que j'amène dans Gojira, c'est vraiment qui je suis. Je trouve que dans le métal, en général, il y a un manque de groove, il y a une approche qui est un peu rigide. Du coup, pour moi, la musicalité de la batterie est essentielle. La manière dont je vais tenir ma baguette, il y a une vibration dans la baguette. Si tu tiens trop fort ta baguette et que tu tapes sur ton charlet, il va y avoir un son rigide. Et même, c'est dangereux aussi pour les muscles, d'ailleurs. Moi, je suis capable de taper très fort ma batterie, mais c'est parce que j'ai de la souplesse dans mes doigts et la manière dont je tiens la baguette, je peux taper très fort et il va se dégager un son de la caisse claire. Donc tout ça, c'est une sensibilité aussi. Hein. C'est beaucoup de travail. Je passe des heures à travailler ça parce que c'est mon job. Hein. J'ai que ça à faire, donc j'ai cette chance-là. Mais c'est pas une chance, hein, c'est un truc que tu as décidé. Oui. T'as dédié tout ton temps à ça. Je dédie mon temps à ça. Et on a passé carrément. quand même 15 ans sans le sou. C'est venu progressivement avec l'expérience des concerts. On a plus de 1000 concerts à notre actif, donc énormément d'expérience de scène. Et puis après, le rapport au corps, j'adore les batteurs qui tapent très fort, qui sont très visuels. Donc il y a une période où je tapais tellement fort que j'explosais toutes mes caisses claires. Et je voulais juste être extrêmement visuel. Et après, il y a ce côté animal. Moi, quand je suis derrière la batterie, je maîtrise pas tout ce qui se passe. J'ai beaucoup d'adrénaline quand je monte sur scène. Il y en a qui en ont moins. Et du coup, la manière dont je tape, je suis une brute épaisse, quoi. Hein, c'est vrai.
Il faut pas lui parler quand il joue entre des morceaux. Ouais. Parce qu'il a le cardiaque à 10 000 et t'as l'impression qu'il va te gueuler dessus, mais en fait, il est vraiment en transe quand il joue. Ouais. J'ai grandi dans une vieille baraque au milieu de la campagne, sans prof de guitare, il n'y avait pas de scène aux alentours. J'écoutais Metallica, Sepultura. J'ai réussi à me procurer une guitare, je me suis fait prêter une guitare au lycée. J'ai pas fait le conservatoire, à savoir comment me tenir et tout. J'ai tout prêt avec les tournées, ça a forgé une identité de jeu. J'ai un rapport effectivement qui est très physique avec l'instrument. Je tape sur ma guitare parfois en concert pour faire des sons où je tords le manche parce que j'ai pas de Floyd. C'est comme ça qu'on fait des sons qui font ouah, 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 ouah. Ben moi je tords le manche pour détendre les cordes. Donc et je le fais en studio, je le fais en concert, c'est une vraie technique que j'utilise. Tu frottes les cordes aussi. Avec beaucoup de distorsion sur des cordes, si tu fais ça, ça fait un bruit comme une tôle qui se déchire. Je veux pas en dire trop parce que je veux pas dévoiler toutes mes techniques. Tu parles, okay. C'est sur YouTube partout. Et après, je rajoute un petit mouvement. Mario parlait de visuel. Je rajoute un petit mouvement avec ma main gauche qui donne une illusion que je fais quelque chose de spécial. Mais en fait, tout se passe là. Donc, c'est comme les footballeurs qui, hop, et en fait, ils envoient le ballon à gauche. On a nos codes qui sont bien installés, qui sont bien là et que c'est notre base. On utilise, par exemple, sur nos guitares, on utilise des micros passifs, qui sont des micros un peu plus vieux, qui laissent respirer le son. Il nous faut un médiator d'une certaine forme pour pouvoir aller vite. Si c'est des médiators de jazz, on peut pas aller trop vite et tout ça. Donc il y a des petits comme ça, des impératifs qu'on a. Donc on a nos trucs, voilà, nos bases, et après on arrive à rajouter et à amplifier certaines choses. Ça c'est un bagage qu'on a, qu'on porte avec nous. Il suffit parfois de rajouter un tout petit truc et ça va faire une grosse différence. C'est comme un peintre qui a une technique de dessin et de construction et d'approche. Il a ses pinceaux, mais un jour il décide de rajouter du turquoise dans toutes ses peintures. Et tout d'un coup ça va, waouh, mais tu t'es réinventé. Ben j'ai que rajouté du turquoise. Oui, écrire des paroles, c'est douloureux. C'est surprenant, hein, je sais que c'est bizarre de dire ça, mais il y a un côté douloureux parce que déjà écrire, c'est pas évident. Puis ça demande une concentration bien particulière. Moi, j'aime bien m'amuser, j'aime bien jouer avec Mario, faire des idées musicales. Et puis quand je me sens un peu miséreux, je peux me plaindre à Mario, et puis lui, il peut se plaindre à moi. On se soutient, et puis avec les deux autres aussi, quand on se retrouve, il y a toujours une espèce d'émulsion, comme ça on se porte les uns les autres. Au moment de faire des voix, j'ai besoin d'être seul. Ça peut prendre énormément de temps. Sur certains morceaux, il y a un morceau où j'ai passé 3 semaines à enregistrer les voix, alors qu'il n'y a que quelques phrases. Il y a tellement de travail derrière, de recherche. Quand on place la voix, c'est ce qui va faire que le morceau devient quelque chose de génial, ou s'effondre, quoi. Plus le choix des mots, plus le rythme, éviter les redondances ou accentuer les redondances, être très 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 clair et précis dans ce que je dis, ou être vague et mystérieux. Et donc c'est un travail que j'adore. J'adore cette étape, mais je parle avec d'autres chanteurs et ils sont d'accord avec moi. C'est une étape qui peut être physiquement douloureuse. Et puis la peur de se mettre à nu aussi, quoi. Ouais, ben oui. Et c'est même devenu plus dur avec le temps, je dirais. Oui, parce que maintenant, je fais beaucoup, beaucoup plus attention à chaque mot. Avant, j'ai déjà répété ce mot 2 fois dans le même morceau, mais c'est pas grave. C'est du death, on s'en fout. C'est du métal. Là, non, on est dans un truc où quand je dis un mot, je fais bien attention à articuler. S'il y a un S à la fin, qu'on entende S à la fin de la phrase, c'est ultra important. Si tu écoutes n'importe quel morceau de Beyoncé ou de Madonna ou de Michael Jackson, il n'y a aucun son qui est laissé au hasard. C'est mon gros problème, c'est la grosse difficulté de tous les chanteurs. Dès que je croise un chanteur en tournée, c'est le gros problème des chanteurs métal, c'est d'être propulsé sur les routes comme ça pour faire 50 shows d'affilée. En fait, c'est impossible. C'est impossible. Il faudrait dormir toute la journée. Mais ça, c'est pas un instrument où tu peux changer les cordes. C'est ce qu'on appelle les cordes vocales. C'est un truc qui est ici, là, au fond de la gorge. C'est tout petit, c'est grand comme un ongle. Après, j'ai quand même une discipline.
Il faut que je me chauffe la voix tous les jours. Il y a parfois des journées entières où je choisis de ne pas parler. Et ça, c'est un truc qui marche vraiment. Si tu n'as plus de voix le matin et que tu ne parles pas de la journée, à 17h30, c'est possible que tu puisses rechanter comme la veille. Pour ça, il faut beaucoup d'eau, des huiles essentielles, ne rien dire du tout, et là, la voix peut revenir en une journée. Mais c'est des trucs de fou, quoi. C'est à compter les heures. Dans 4h30, j'ai le chaud. Oui, des fois, c'est stressant même pour nous, parce que ça arrive que, du coup, ils sont en silence toute la journée. Il nous écrit sur des post-it s'il a besoin d'un truc, mais littéralement. Et du coup, nous, on est là, on attend, on voit le show arriver, et puis il enlève son écharpe, il ouvre sa bouche, et puis il peut gueuler, quoi. Puis c'est un truc de fou, mais c'est vrai que c'est stressant. Ouais, quand on tourne en hiver, en Amérique du Nord, par exemple, et que, par exemple, t'es dans le nord-est des États-Unis, c'est des climats, il peut faire du moins 20 degrés, quoi. L'air conditionné. L'air conditionné dans les avions, les bus, c'est mortel. Ouais, c'est vrai que c'est mortel, ouais. Et il y a tout le monde qui dit plus d'air conditionné, et moi, je suis pas d'air conditionné. Mais si on coupe, on meurt tous. Donc, en fait, c'est des situations qui sont... C'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Hein. Ouais. Et c'est des moments où on se sent très seul. Quand il y a un stade, on entend la balance Metallica, on entend la grosse caisse qui fait tout, et qu'il y a l'air conditionné qui te souffle dans la gorge et que tu essaies de récupérer le sommeil que tu n'as pas eu, tu as dormi 2h30, tu n'as plus de voix et tout. On est obligé d'être tout détendu et se dire tant pis, je vais pas réussir à chanter, mais je vais gueuler, je vais faire quelque chose et puis ça passe toujours.